Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue à ce panel qui représente beaucoup pour UPA Développement International, puisqu'il marque le lancement des activités au cours desquelles nous allons souligner les 30 ans de la création de cette organisation québécoise. Sa thématique, 30 ans de coopération, 30 ans d'amitié. Le mot amitié est écrit au pluriel dans notre titre parce que toutes les rencontres, les projets, les déplacements, toutes ces heures passées à refaire le monde, y compris le monde agricole, toutes ces heures passées à tenter de l'améliorer, ont laissé des traces au sein des organisations et bien sûr dans les cœurs et dans les esprits. Nous allons donc nous permettre de revenir en arrière pour faire ressortir quelques éléments marquants pour UPA Développement International et ses partenaires. Donc, on va refaire une petite ligne du temps avec nos invités dans les prochaines minutes. Vous les voyez à l'écran. Ils vont disparaître puis revenir tour à tour au moment de leurs interventions, puisqu'on ira de façon chronologique. Je m'appelle Hélène Raymond, j'ai le plaisir d'animer cette activité. Et je vous invite, si vous êtes quelque part en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe, à nous envoyer un message au Québec aussi, bien sûr, à nous envoyer un message dans la zone de clavardage. On ne prend pas les questions aujourd'hui, mais un petit message pour nous dire d'où vous nous écoutez et ce qui vous lie à Développement International. On va conserver tout ça précieusement et si j'ai le temps d'en lire quelques-uns à la toute fin, ça me fera plaisir. Alors, sans plus tarder, je vous présente Hugo Beauregard-Langelier, secrétaire général du PA Développement International. Oui, bonjour, bonjour Hélène, bonjour à tout le monde qui est avec nous aujourd'hui pour ce panel. Hélène, est-ce que vous m'entendez bien? On dirait Oui, OK, oui, ça va bien, parfait. Hugo. Ouais. Parfait, merci. Donc, je dirais, c'est le premier événement qui marque le 30e anniversaire du PA Développement International, puis qui s'inscrit aussi dans la semaine du développement international. Même si on l'appelle un panel, c'est beaucoup plus un échange entre personnes qui, je dirais, ont façonné l'histoire du PA Développement International, comme vous allez le constater dans la prochaine heure et demie. Je dirais même qu'ils ont façonné durablement cette histoire, car aujourd'hui encore, plusieurs de leurs actions sont toujours bien présentes dans notre quotidien, qu'on pense au stage des marchés mataires, à Agricor et bien d'autres. Parce qu'au-delà du PADI et des autres organisations avec qui nous collaborons, ce sont surtout les êtres humains derrière ces mêmes organisations qui portent les valeurs de solidarité, d'équité et de justice sociale. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui créent les liens d'amitié permettant le déploiement d'une solidarité, je dirais, forte et pérenne. Donc, c'est en hommage aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui, mais aussi à toutes les autres qui ont construit ce que UPA Développement International est devenu au fil des ans que nous avons tenu à nommer la rencontre 30 ans de coopération, 30 ans d'amitié. Donc, je tiens à remercier tous nos invités d'aujourd'hui. C'était vraiment un grand plaisir de vous avoir parmi nous. C'est aussi un honneur d'avoir 3 des 4 présidents de l'organisation depuis ses débuts en 1993. Et merci également à Hélène Raymond pour l'animation, mais aussi à Christelle Mboudia, que vous ne voyez pas, mais qui est essentielle à la réalisation de cette activité.
Donc, bienvenue encore une fois et sans plus tarder, à toi, Hélène. Merci, Hugo. Merci. Merci, Christelle aussi. Merci à toutes les personnes qui sont derrière, aux gens qui ont laissé leur bureau ce matin pour permettre aux invités de s'installer. Je veux juste vous pointer la photo qui est derrière moi. Vous ne la voyez pas dans le détail, mais c'est une photo de la Maison du Paysan à Dédougou, au Burkina Faso. Et on y voit, on pourra peut-être la mettre sur la page Facebook du PA Développement International, on y voit André Baudouin et Laurent Pellerin ensemble en mission il y a plusieurs années. Notre premier invité a été premier président du PA Développement International de 1993 à 1996. L'ancien président de l'Union des producteurs agricoles du Québec est un villageois de Saint-Camille, une communauté d'un peu plus de 500 habitants, tissée serrée, comme on dit au Québec, parce que c'est un des milieux où s'exprime une solidarité à toute épreuve. Et dans un portrait de lui qu'on trouve encore sur Internet, on peut lire qu'il a exporté le modèle d'intervention de l'Union, un modèle basé sur le syndicalisme et la commercialisation, qu'il a exporté ce modèle à travers le monde, nourrissant ainsi l'amitié entre les agriculteurs et agricultrices du Québec et les paysans du monde. Bonjour Jacques Proulx. On va ouvrir le micro, si vous voulez. L'icône ou Christelle va s'en charger. Alors, est-ce que quelqu'un peut aller ouvrir le microphone de M. Proulx, qui n'est pas très loin? Julie arrive. On y arrive. Voilà, c'est fait. Vous m'entendez? J'entends très bien. On vous entend bien aussi. Alors, je disais nourrir l'amitié entre les agriculteurs et agricultrices du Québec et les paysans du monde. De tout temps, Jacques Proulx, le mot paysan a occupé une place de choix dans votre discours. Vous vous êtes toujours présenté de cette façon-là et non pas comme exploitant ou producteur agricole. Pourquoi? Parce que je considère que de faire de l'agriculture, on doit d'abord et avant tout être des paysans, c'est-à-dire très près de la terre, la manœuvrer avec nos mains, en fait. Et ce n'est pas parce qu'on a industrialisé et de plus en plus l'agriculture qu'on ne doit pas d'abord et avant tout être des paysans. Sinon, on devient des industriels. Alors, pour moi, c'était la meilleure façon, en fait, de pouvoir aussi aller à l'extérieur, aller dans d'autres pays, puis de rencontrer ces gens-là sans étaler jusqu'à un certain point notre modernisme et puis notre industrialisation, si on veut. Donc, c'est toujours le paysan qui est parti en mission pour UPA Développement International. Toujours le paysan. Toujours le paysan. Puis c'est des belles rencontres que j'ai faites partout dans une multitude de pays avec d'autres paysans. Oui. Qu'est-ce qui vous frappe dès les premières missions à l'étranger? Certaines qui remontent même avant la création formelle du PA. Absolument. Je suis arrivé président en 81, en fait, et tout de suite, l'année suivante ou 2 ans, mais je ne me souviens pas exactement, j'ai fait un premier voyage avec Gilles Bessner au Sénégal. Et c'est là qu'on avait rencontré beaucoup de, particulièrement les femmes, hein, j'ai toujours dit, puis qu'est-ce qui m'avait frappé de plus à ce moment-là, c'était que l'avenir, le changement s'opéra par les femmes. C'était eux autres qui étaient impliqués, c'était eux autres qui étaient le plus sensibilisés autour de ça. Alors, ces rencontres-là m'avaient permis, en fait, de constater qu'on avait des choses à leur apporter. Mais c'est depuis fort longtemps, l'UPA, hein, même dans les années 40, 50, l'UPA a toujours été intéressée à transporter ailleurs le modèle qu'elle développait. À partir de Gérard Filion, par exemple, secrétaire général, pas d'hier, de l'UCC dans le temps, tout ça. Et par la suite, on a tout le temps été très actifs au niveau de la FIPA, par exemple, Fédération internationale des producteurs agricoles, puis à tous les 18 mois, 2 ans, tenait une grande réunion où se retrouvaient justement des producteurs, productrices agricoles d'un peu partout dans le monde. Alors ça m'a emmené beaucoup, à partir de ce premier voyage-là. Jacques Proulx, on l'a perdu. À partir de ce voyage-là, ça s'arrêtait. Donc, on va demander à... Tiens, je vais faire du chemin un peu avec les commentaires qui sont dans la zone de clavardage en attendant. Donc, quelqu'un nous écoute, est avec nous de la République démocratique du Congo, une ancienne directrice de projet à UPADI, Ursula. Première constatation, c'est qu'il y a encore plus de visages d'hommes que de femmes. On verra les femmes tantôt, Hélène Jolette et Diane Lacroix. Elle souligne, Ursula, que UPA Développement International a toujours été fort progressiste pour encourager l'implication des femmes dans les organisations paysannes. On y reviendra tantôt. Est-ce que Jacques Proulx est de retour avec nous? On l'a encore égaré. On attend 30 secondes.
Si quelqu'un veut chanter, vous êtes, vous êtes les bienvenus. André Baudouin, on va faire un petit bout, André, si tu veux. Oui. André Baudouin qui rentre demain. Je pense qu'on pourrait peut-être parler un peu de ce qui s'est passé là-bas, de la mission la plus récente, et on retrouve Jacques Proulx tout de suite. Ben, en fait, Oman est un peu, je dirais, la suite de ce que nous avons fait depuis 30 ans parce que c'est une mission qui a été rendue possible grâce à un financement de la FAO. Et ben, en fait, l'idée, c'est qu'un pays comme Oman, qui est un pays pétrolier, veut transformer son économie en impliquant davantage l'agriculture. Et comme on a une expertise, une reconnaissance, je dirais, internationale, entre autres au niveau de la FAO, on a été pour constater les lieux et voir de quelle manière on pourrait les aider à mieux structurer leur agriculture. Et là, ce qui est intéressant dans le cas de cette mission, c'est que la demande ou l'intérêt part du haut pour percoler vers le bas, c'est ça? Ben, oui, dans une certaine mesure, mais il faut dire que cette mission-là est la suite de 12 formations en ligne qu'on a données, Paul Langelier et moi, pendant la pandémie. Et en fait, je dirais que tout est dans tout parce que la personne de la FAO qui a souhaité qu'on intervienne est une personne qui a travaillé pour l'Organisation mondiale des producteurs agricoles, donc elle nous connaît bien et elle était convaincue qu'on pouvait apporter une contribution tangible dans un pays comme Oman qui est fondamentalement très différent de ce qu'on a vécu en coopération jusqu'à maintenant. Alors, Jacques, on va rouvrir votre micro, s'il vous plaît, puis on va continuer. On s'est laissé avec l'idée des femmes. Donc, vous avez dit, j'ai toujours été convaincue que c'est avec les femmes qu'on allait changer les choses, que la transformation allait s'effectuer. Quelqu'un qui nous a écrit dans la zone de clavardage nous dit qu'UPA Développement International a toujours été progressiste en ce sens. Comment ça s'est passé au sein même de l'organisation, au sein de l'UPA? Est-ce que ça a été bien accueilli? UPA Développement International s'est bien intégré à la grande structure de l'UPA? Ben, absolument, absolument. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème à développer ces relations-là qu'on a faites au fur et à mesure des années, des voyages qu'on a fait, les missions qui ont été faites aussi. Et je n'ai jamais eu d'obstruction face à ça de qui que ce soit. En fait, c'était relativement facile, en tout cas de mon temps, là. Et puis, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de transparence. On informait tout le monde de l'importance aussi, comme je disais tout à l'heure, de partager cette expertise-là, parce qu'on était gagnant de faire ça, parce qu'on ne peut pas être tout seul dans notre coin puis réussir, puis que les autres sont dans la misère, en fait. Puisqu'on va être de monde, de gens, de paysans qui vont se tenir, se soutenir, bien, c'est sûr que ça va avoir un effet tout à fait différent que si on le fait individuellement. Alors, et il y avait un potentiel énorme, comme je disais tout à l'heure. J'avais eu la chance la première fois de parcourir le Sénégal d'un bout à l'autre avec un marabout, puis avec un ancien puisetier, alors, qui nous avait emmenés un peu partout sur le territoire. Et le potentiel qu'il y avait là pour développer des choses, puis par la suite le Burkina Faso, par la suite le Cameroun, en fait. Et là aussi, je constatais... je disais souvent dans un des tournées qu'on faisait dans ces pays-là, un tracteur normal avec une charrue, puis on peut tout virer ça à l'envers ici. Alors, c'est ça l'important. Puis ensuite, bien, on apportait l'expertise de développer la mise en marché, de s'organiser, puis de créer une force, en fait, pour arrêter d'être la proie des acheteurs. Et vous dites que c'est une responsabilité, une grande responsabilité des organisations nord-américaines, européennes, que cette forme de coopération. Absolument, absolument. Puis on le voyait, je reviens à la FIPA tout à l'heure, à chaque congrès qu'on avait, en fait, ces échanges-là qu'il y avait, justement, faisaient prendre conscience à l'ensemble de ces paysans-là, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, qui avaient un potentiel toujours de plus en plus grand pour justement réussir à faire changer les choses, faire en sorte que la paysannerie, l'agriculture deviennent vraiment, aient un poids substantiel au niveau des décisions qui vont se prendre au niveau des gouvernements.
Qu'est-ce que vous avez à dire aux paysans, paysannes qui sont avec nous aujourd'hui, là, un petit peu partout à travers le monde, qui nous écoutent, quelquefois même, qui sont regroupés à plusieurs autour d'un écran? C'est ce qu'on nous a dit la dernière fois, Oui. ça se passait au Sénégal ou au Mali ou au Burkina, qui sont ensemble, qui écoutent. Quel est le message que vous voudriez leur passer? Je vous dirais de s'organiser pour ne pas se faire organiser. Et je pense qu'avec ce que l'UPA apporte, en fait, le développement international, ben, elle nous donne elle nous montre les outils qui sont là. On a juste à les utiliser, à les mettre en application. Bien sûr que ce n'est pas simple. Ce n'est pas aussi simple que je le dis, là, mais il reste quand même que c'est par la prise de décision, par le pouvoir qu'on se donne de prendre des décisions de notre avenir qui va faire en sorte qu'on va changer les choses. Sinon, on demeure un paysan qui est seul dans son coin et qui n'est pas capable de prendre l'expansion, qui n'est pas capable de nourrir sa famille correctement, qui n'est pas capable d'envoyer ses enfants à l'école. Alors, il y a un... Puis, qu'est-ce que je déplore? Si on faisait ça, on n'aurait tout de même pas l'envahissement qu'on a à l'heure actuelle, particulièrement dans les pays d'Afrique, par les Chinois qui sont en train de s'accaparer les terres, et les Russes, ça aussi, puis ils ne font pas dans l'intérêt. Il faut que ces paysans-là se disent, ce n'est pas dans votre intérêt qu'ils font. C'est dans leurs intérêts, puis ils allaient continuer, si vous laissez développer ça, à être des esclaves. Oui. Jacques Proulx, vous avez été tricoté serré avec l'Union des producteurs agricoles, avec UPA Développement International, avec une organisation qui s'appelait Solidarité rurale pour la vitalité de la ruralité québécoise. Vous êtes un citoyen engagé aussi. En quoi ça nous concerne tous et toutes que cette lutte pour l'agriculture familiale et l'autonomie alimentaire des peuples? En quoi ça déborde du cadre agricole? Bien, en fait, on vit dans une société. Alors, cette société-là, il faut qu'elle soit préoccupée par l'ensemble de ces problèmes-là qui se présentent. Et on ne peut pas... Il faut arrêter de s'imaginer que la faim dans le monde, là, que ce n'est pas de notre responsabilité, c'est tout de notre responsabilité. On a toute l'obligation de participer d'une façon quelconque à essayer de changer ces choses-là. Quand j'entends qu'avec les possibilités de production qu'on a aujourd'hui, qu'on a encore 700-800 millions d'affamés dans le monde, puis on a monté presque 1 milliard. Je veux dire, il y a 10 ans, par exemple, on me disait à une des réunions de la FIPA qu'il y avait 800 millions. On a monté, comme je viens de le dire, à presque 1 milliard et ça s'améliore très lentement. Alors, il faut que chacun apporte sa contribution à ce niveau-là. Sinon, il n'y a rien qui va se faire. Il n'y a rien qui va se faire dans l'intérêt de la paysannerie. Oui, et de la planète tout entière. Et de la planète, bien sûr, de la planète, parce que c'est nous autres, les paysans, qui sont les mieux placés, justement, pour protéger la planète, hein, oui. en se donnant des moyens, justement, pour le faire correctement. Merci, Jacques. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. André Beaudoin, ben, je vais le présenter formellement, mais je pense que tout le monde le connaît. C'est un peu qui ne connaît pas André Beaudoin quand il est question d'UPA Développement International. André Beaudoin était présent aux côtés de Jacques Proulx au départ. C'est avec un noyau de producteurs, avec des complices qui l'aident à la création de cette organisation. On parlait tout à l'heure de ce qui vient de se passer à Oman. Il rentre et il est rentré il y a 2 jours, de cette mission sur le terrain. André a été secrétaire général du PADI de 1994 à 2019. À ses côtés, un de ses complices à distance, Soumabéré Dioma. Soumabéré, on va demander d'ouvrir la caméra et le microphone, s'il vous plaît. Ces deux-là se connaissent depuis un petit bout. André garde un souvenir du jeune Soumabéré, croisé il y a un quart de siècle. Soumabéré Dioma est producteur de céréales, directeur de l'Union des sociétés coopératives pour la commercialisation des produits agricoles au Burkina Faso. L'organisation pionnière, c'était l'Union des groupements villageois de la boucle du Mohoun et c'est la première organisation partenaire du PADI en Afrique de l'Ouest. Bonjour tous les deux. Rebonjour André, bonjour Soumabéré. Bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour Soumabéré, on est heureux de vous avoir avec nous. Et on vous a attrapé de justesse, je pense, mais on vous garde. Vous étiez de passage au Québec, Soumabéré, en 2019, dans le cadre d'une visite des leaders. On s'est parlé l'automne dernier quand on a organisé le panel sur la géopolitique des céréales. André et vous, vous vous connaissez, je le disais, depuis un quart de siècle. Quel est votre premier souvenir du PADI? La question est pour Soumabéré? Soumabéré, après André, vous allez pouvoir nous raconter comment le souvenir que vous avez, vous. Soumabéré. Bonjour
encore Hélène et merci en tout cas, de me convier. C'est un plaisir, comme je l'ai dit, d'assister en live, comme on aime le dire chez nous, à cet événement autant important pour IPA Développement International que les partenaires du Sud. Et pour la petite histoire, c'est vrai que chaque homme ou femme a ses débuts, mais pour moi, j'étais au lycée quand j'ai entendu parler d'IPA Développement International, où les producteurs de mon village, j'allais dire, venaient pour des rencontres. C'était au temps de Claude Genès, bon, c'était le tout début du PADI, mais j'étais lycéen. Et On va fermer la je caméra. venais partager les repas. J'entendais des notions comme Souma-Berry, OK. on va demander de fermer votre caméra. Voilà, continuez. Généralement, ça va mieux avec seulement le microphone. Donc, vous êtes au lycée. OK, parfait. Donc, c'était un moment où on apprenait quelques notions comme des paysans accepter mettre ensemble leurs excédents de production et pour parler d'économie, mais c'était des concepts tout nouveaux. J'avais 17 ans, mais c'était quelque chose de très intéressant pour moi. Et je n'avais jamais su qu'un jour, j'allais être un des premiers responsables de cette structure qui naissait. Ouais. On va demander à André Baudouin de se rappeler, de se remémorer et de nous raconter ce premier souvenir. À quel moment est-ce qu'il vous aperçoit dans le décor de la coopération internationale? Je André. dirais, en fait c'est lorsqu'il est devenu un des principaux leaders de l'organisation qu'on a aidé à faire naître quelques années avant. Et comme Souma-Berry le disait, il était lycéen à l'époque et nos bureaux étaient tout près du lycée. Mais pour être franc, c'est lui qui m'a appris qu'il venait au bureau parce que ça l'intéressait et que de temps en temps, il utilisait la photocopieuse pour ses travaux. Mais moi, je l'ai découvert en tant que leader et je dirais, ma première impression, c'était de voir la qualité de leader qu'il représentait. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, qu'en l'espace d'une génération, il y a des changements qualitatifs vraiment importants dans le monde. Et Souma-Berry est une de ces représentations-là parce que tout de suite, quand il est devenu leader de l'organisation, on a vu un changement assez profond dans la conception qu'il avait de l'aspect collectif, son intérêt pour développer les outils nécessaires pour faire en sorte que les paysans de cette région-là puissent avoir un accès réel au marché. Donc, c'est vraiment, je dirais, un souvenir qui est très important pour moi parce qu'il représente, je dirais, en quelque sorte, ce qu'on croyait être nécessaire en termes de développement dans un pays comme le sien, c'est-à-dire le Burkina Faso. Grâce à ces nouveaux leaders qui ont émergé au fil du temps, cette nouvelle génération de leaders agricoles qui a émergé au fil du temps. D'un côté comme de l'autre, à quoi ressemblent les premières missions sur le terrain? Souma-Berry, quand vous venez au Québec une première fois, quelles impressions, qu'est-ce qui vous surprend? Hélène, pour la petite histoire, m'a venu en 2002 pour la première fois au Québec. C'était des suites, l'Union traversait une crise, mais la volonté affichée à la fois du PA Développement International et de l'IDVBM en son temps était clairement établie qu'il fallait en tout cas se donner toutes les chances de ne pas échouer cette mission essentielle pour l'avenir des producteurs de la boucle du monde. Donc, un des aspects, c'était bien sûr des partages, mais l'autre aspect, c'était la gestion et la prévention des crises. Et, en passage, permettez moi de saluer quand même la mémoire de Gilles Bessner, auprès de qui j'ai beaucoup appris, avec Paul Angelier, qui m'a accompagné ces jours, où je garde de lui quand même quelque chose d'intéressant, où il ne faut jamais permettre
dans nos coopératives, dans nos organisations, à ce que les petits problèmes deviennent grands. Il faut être à la fois à l'écoute des employés, mais il faut avoir cette lucidité aussi, que le message des premiers responsables, en tout cas, qui sont les producteurs, passe auprès des employés. Donc, j'avais une mission ou un passage assez, j'allais dire, important au Québec en 2002. Mais pour les jeunes Burkinabés qui arrivaient au Québec, tout était, ils n'avaient pas la juste mesure, hein, tout était, c'était le jour et la nuit pour moi. Quand on voit les réalités paysannes au Burkina en son temps et quand la modernité des fermes et les niveaux de développement des producteurs agricoles du Québec, c'était beaucoup plus de l'apprentissage, mais il fallait savoir tirer les éléments essentiels qui puissent nous permettre, en tout cas, de jeter les bases de solidification de notre union en son temps. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce volet-là. Alors, André Soumabéré retient quelques éléments de son passage ici, 2002, par la suite, mais en quoi le fonctionnement africain a-t-il permis à l'organisation, qu'est-ce que ça a permis à l'organisation québécoise? Comment ça a permis à l'organisation québécoise d'avancer? Parce que c'est un échange, hein? C'est véritablement ça. Qu'est-ce que ça change dans l'organisation ici? Je pense que ça a changé beaucoup de choses. D'abord, le premier élément qu'il faut dire, c'est qu'en 1990, quand on fait une première mission dans le but de présenter un projet à l'Agence canadienne de développement international, c'est au plein cœur de ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel. Donc, concrètement, c'était quoi? C'était les pays en développement ont toujours été le banc d'essai pour des politiques internationales. Et dans ce cas-ci, l'intention, c'était de cesser les subventions à l'agriculture partout dans le monde. Et les premiers qui ont écopé, c'est vraiment les pays en développement, dont le Burkina Faso. Et en fait, la première mission qu'on a faite, ce qu'on a réalisé, c'est que les paysans étaient complètement laissés à eux-mêmes et qui avaient très peu de moyens de se restructurer d'une façon différente, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le gouvernement s'occupait de structurer les stocks de sécurité alimentaire. Et là, tout ça, ça s'était effondré. Et donc, ce qu'on pouvait apporter, c'est vraiment notre connaissance en termes de structuration de l'offre pour que les paysans, les paysannes aient un véritable accès à leur propre marché. Une chose qu'on oublie très souvent, c'est que très souvent, les marchés africains sont plus difficiles à atteindre pour les producteurs locaux que pour l'importation de produits qui viennent de partout dans le monde. Donc, ça, c'est un élément assez important. Et ce que ça a apporté à l'Union, je dirais, graduellement au fil du temps, c'est d'avoir pris conscience que les outils qu'on s'est donnés au fil des décennies étaient des outils qui étaient encore tout à fait à propos, étaient performants et surtout que pour l'essentiel, ils étaient contrôlés par des producteurs et des productrices. Et on l'oublie trop souvent. Et tantôt, M. Proulx l'a soulevé, mais c'est une prise de conscience, je dirais, qui s'est faite graduellement à l'intérieur de l'UPA, qui fait qu'aujourd'hui, je pense que pour l'essentiel, les gens ne remettent pas en cause l'action du PADI parce que c'est une espèce de regard sur ce qu'on pourrait être sans UPA au Québec. Et donc, c'est un aspect extrêmement important. Et là, je ne rentrerai pas dans les faits culturels qui nous permettent je dirais, de prendre conscience de l'importance de l'humain qu'on oublie souvent, nous. D'apprendre autre chose. La plus grande satisfaction d'André Beaudoin, rapidement, quelle est-elle? Il y en aurait quelques-unes. La première, c'est celle que représente Soumabéré, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'interventions à l'international, et c'est vérifiable, qui existent après 30 ans. Donc, l'organisation de Soumabéré est une organisation, comme je disais, qu'on a aidé à faire naître et qui existe encore aujourd'hui, malgré toutes les difficultés dans son pays. Et c'est vrai pour le Burkina, c'est vrai pour le Mali, c'est vrai pour le Bénin. Donc, dans ce sens-là, je dirais qu'on a été capable
de leur permettre d'avancer sans s'imposer nous-mêmes dans une démarche. UPADI n'est pas dans une dynamique projet, on est dans une dynamique d'accompagnement. Souma Béré, est-ce que vous prenez la mesure de la résilience des organisations paysannes parce qu'on connaît la fragilité de la situation, des problèmes de sécurité par exemple, le défi des changements climatiques causés par les changements climatiques, l'insécurité alimentaire. Est-ce que vous êtes en mesure de mesurer que toutes ces actions-là ont eu un impact et qu'il en reste des traces là, que vous avez semées pour l'avenir, tout le monde ensemble? Oui, c'est les changements climatiques. C'est vrai que on y travaille depuis plusieurs années, mais permettez quand même à ce que je souligne que cette fierté en 2002, la mission s'interrogeait si on allait y arriver. On a pris, je me rappelle de l'ambassadeur du Canada en son temps, Denis Briand, qui doutait la fin du projet financé par l'ACDI devrait prendre fin. Alors, ça valut quand même un engagement assez, j'allais dire, important de la part, que ce soit IPA Développement International et l'IGCPA aujourd'hui. Mais tout les exemples, les modèles réussis, comme André l'a dit, il y en a très peu qu'après 30 ans, au-delà d'un financement projet, que ces organisations puissent encore continuer, en tout cas d'accompagner et d'améliorer les revenus de leurs membres. Au côté résilience, on y travaille, il y a beaucoup de facteurs qui ont été développés, allant des semences améliorées, allant de comment on adapte notre approche, l'appui accompagnement des producteurs dans un contexte de sécurité, d'insécurité. Il y a également comment on met en exergue certains aussi de nos avantages en termes de mise à qualité de nos produits. Il y a des vidéos qu'on a partagées en temps avec Hugo, que ce soit avec, j'allais dire, Simon, Francis. Tout cela pour dire qu'on peut mettre les déplacés internes, par exemple, à contribution, qui sont nombreux à des aujourd'hui, au lieu d'utiliser de la machinerie, toutes ces personnes viennent nettoyer les grains dans nos entrepôts et ça leur permet d'avoir un petit revenu pour renforcer leur résilience. Et du côté de l'Union aussi, il y a cette scène de solidarité qui existe où collectivement, on essaie d'aller chercher les meilleurs marchés, que ce soit à travers la SONAGES, la CEDEAO ou même le PAM, pour permettre à ces producteurs les peu récoltés sur les exploitations qu'on arrive à vendre à un prix quand même rémunérateur qui leur permet à la fois d'améliorer leurs conditions de vie. Côté pluviométrie, vous savez qu'on a en moyenne 50 à 51 jours de pluie depuis les 5 dernières années. Comparativement, il y a de cela 5-10 années où la pluviométrie était un peu plus quand même dense ou importante. Donc, c'est d'avoir à la fois de mettre en place des outils, une concertation qui permet progressivement à l'ensemble des acteurs de repenser les méthodes et les façons de faire pour nous permettre d'avancer dans notre mission. Avancer toujours. Merci infiniment tous les deux de ces témoignages. André Baudouin au Québec, Souma Béré Dioma au Burkina Faso. Merci. Alors, on aura sans doute l'occasion de se recroiser, Souma Béré. À la prochaine. Merci tous les deux. Vous savez, UPA Développement International, c'est une histoire, on l'a expliqué, une histoire qui se compose, qui se déroule sur le terrain à force de missions, à force d'accompagnement, plus que de projets. André Baudouin le mentionnait plus tôt. Mais c'est aussi une histoire de déploiement à l'international grâce à des ententes qui ont été créées, grâce à une organisation qui s'appelle Agricor, dont on va maintenant raconter un petit peu la genèse. Nos deux prochains invités vont travailler à propulser l'organisation et les organisations agricoles sur la scène internationale en les regroupant dans le but de renforcer leur action de même que leur influence. Laurent Pellerin a occupé la présidence d'UPA Développement International de 1996 à 2009. Il a été président d'Agricor, donc ce regroupement d'agri-agences de 2006 à 2010.
Il est toujours agriculteur dans la région de Bécancour, au Québec. Et nous l'avons jumelé à Ignace Cousseman. Ils se revoient virtuellement depuis, ils ne se sont pas vus depuis des années. Ignace Cousseman qui a occupé la direction générale d'Agricor. L'organisation est basée à Bruxelles depuis sa formation en 2003. Alors, les 30 ans du PA Développement International, ce sont les 20 ans d'Agricor. Voilà une autre raison de célébrer. Ignace, vous êtes d'abord employé d'une organisation de producteurs agricoles de Belgique, je pense. Comment ça naît, Agricor? D'abord, grand plaisir de retrouver Laurent, André, Hélène, Paul et autres. Ça fait bien longtemps, bien sûr. Comment ça s'est, au début, ça s'est retrouvé effectivement au sein du syndicat agricole belge, où j'étais à ce temps-là conseiller du président. Et en fait, dans ses débuts pour Agricor, il y a deux aspects que je veux mentionner. Je suis très content que votre président Proulx a mentionné la FIPA déjà, parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire du début des Agricor de la FIPA. Et une des premières étapes qui ont marqué, juste avant la naissance d'Agricor, c'était, ça se passait au Caire, où Laurent Pellerin était sur l'agenda avec une intervention supply management, gestion de l'offre, et où j'étais avec mon président, et je lui ai dit, président, il y a sur l'agenda un truc que je pense que vous ne devez pas manquer. Hein. Il connaissait Laurent Pellerin, je pense de nom, pas personnellement, mais par la suite, cette intervention sur la gestion de l'offre, et l'intérêt que mon président du temps a accordé à cela, il était aussi président de la COPA, de la COPA à ce moment-là, a fait que quelques mois après, on s'est retrouvé sur une ferme en Wallonie avec 3 présidents d'OPA africaines et quelques présidents mobilisés en Europe pour parler des intérêts communs sur l'agenda de l'OMC. Et donc, c'est dans le contexte OMC, FIPA et l'intérêt de certaines personnes, présidents, qui ont compris l'agenda commun et l'intérêt commun qu'avaient les organisations de producteurs dans ce grand débat de l'OMC. Donc, on ne peut pas parler, je pense qu'Agricor n'aurait eu aucune chance de bien démarrer s'il n'y avait pas eu cette urgence politique partagée par différentes organisations de producteurs de partout dans le monde. Donc, alors, il y avait un moment à saisir. Il y avait vraiment une occasion à saisir. Je veux préciser pour les gens qui sont moins familiers avec les acronymes que la FIPA, c'est la Fédération internationale des producteurs agricoles. Alors, Laurent Pellerin, ça vous rappelle des souvenirs, tout ça? À quel moment, donc, tout ça va se concrétiser et devenir Agricor? D'abord, un beau bonjour à tout le monde, particulièrement à Ignace, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant 4 ans. Et autant André Baudouin qu'Ignace, je les remercie d'avoir partagé leur savoir-faire, parce que si Agricor est né, ces deux gars-là avaient préparé le terrain depuis plusieurs années déjà, dans plusieurs rencontres, comme Ignace l'a mentionné, de la Fédération internationale des producteurs agricoles, comme aussi du COPA, là, les producteurs européens qui avaient l'habitude de se réunir ensemble très souvent. De notre côté, on avait constaté sur le terrain, dans différents pays où on travaillait avec des groupes de producteurs, que sans parler d'une compétition entre les groupes de producteurs des agences comme UPA Développement International, il y avait plusieurs groupes de producteurs agricoles qui étaient déjà impliqués à supporter des groupes de producteurs dans les pays en voie de développement. Et on avait constaté sur le terrain que, comme je disais, sans parler d'une compétition, mais il y avait quand même, on approchait les mêmes bailleurs de fonds, on approchait souvent les mêmes ressources, les mêmes experts, les mêmes groupes de producteurs. Alors, c'est rapidement aperçu qu'il y aurait probablement un plus à créer une organisation qui regrouperait ces groupes de producteurs-là. Et aussi, bien, les événements ont aussi fait qu'on a jumelé ces efforts-là à ce qui se passait à la Fédération internationale des producteurs agricoles. Et si je me rappelle bien, à une ministre de l'Agriculture aussi qui
dans les Pays-Bas qui quittait son poste pour aller dans un poste, je pense que c'était à la FAO, et qui avait lancé l'idée d'un budget quand même substantiel dédié au développement de coopération internationale un peu partout. Je pense qu'à l'époque, on parlait de 40 ou 50 millions d'euros. Alors, tout ça a fait que on a trouvé que le timing, pour utiliser le mot anglais, était bon. Et au départ, je pense qu'on avait 5 ou 6 groupes de producteurs qui étaient à la naissance d'Agricorp. Puis quand j'ai quitté en 2010, avec tout le savoir d'Ignace, on avait exploré la possibilité d'autres groupes européens, les Italiens, les Espagnols. Et à ce moment-là, je pense qu'on était rendu à une dizaine ou 11 groupes de producteurs qui tournaient autour d'Agricorp. Alors, c'était à l'époque, l'UPA Développement international était relativement petit, mais là, on bénéficiait d'un bassin de 200 personnes qui étaient impliquées partout sur tous les continents en coopération internationale, travaillant pour chacune des agréagences liées à des groupes de producteurs, avec des budgets quand même substantiels. Et je ne sais pas s'il y avait la compétition entre les présidents d'organisations agricoles européennes, mais c'est le président de l'UPA, l'Américain, comme ils m'ont souvent appelé, l'Américain de service, qui est devenu le président, un des premiers impliqués. Un des premiers présidents d'Agricorp. C'est quand même assez impressionnant, ça, Ignace Coussement, que ce Laurent Pellerin qui arrive du Québec, relativement... la production agricole n'a pas l'ampleur de celle de certains pays européens ou en tout cas des États-Unis ou de l'ensemble du Canada, que Laurent Pellerin réussisse à se glisser à la présidence d'Agricorp. Bon, d'abord, Laurent, André, Paul, Hélène et autres m'ont toujours fait croire que le Québec, c'était un grand pays et qu'il ne fallait pas sous-estimer son importance dans l'ensemble. Hein. Mais le profil d'un Laurent Pellerin et le profil d'un André Beaudoin, à cette époque-là, était un profil de réels paysans concernés et actifs dans le développement. Et il ne faut pas oublier, je pense que à cette époque-là, on était tous, je veux dire, nous, du monde agricole, du monde organisé agricole des pays du Nord, on était tous relativement énervés sur la façon de laquelle les organisations de producteurs du monde pouvaient faire entendre leur voix dans le contexte international. Il y avait trop d'ONG qui, à ce moment-là, prenaient la parole au nom des paysans. Un des agendas où nous nous sommes retrouvés, c'est de bien qui représente légitimement le monde agricole, et c'est bien ceux-là qui ont le droit de parler. Alors arrive à Agricorp un représentant du Québec, mais en premier lieu, un producteur agricole, producteur de porc du Québec, arrive André Beaudoin, producteur également, avec un profil qui nous permet clairement de nous positionner en différence par rapport à tout le monde plutôt intellectuel, non professionnel agricole, actif dans le développement. Et ça a été un argument. L'agenda d'Agricorp, ça, spécifiquement pour nous, on va sans doute en reparler, mais ce profil-là, à ce moment-là, était très important. Il faut dire aussi, quand j'entendais votre premier président Proulx parler du profil de la paysannerie, du terme paysan, dans mon organisation agricole à cette époque-là, le terme paysan n'était pas utilisé, était plutôt considéré comme non, nous sommes des entrepreneurs agricoles et terme paysannerie, mode de vie paysan et autres n'était pas considéré, n'était pas utilisé. On était dans un autre monde. 10 ans après, on nous retrouve. Nous nous retrouvons dans les années 2010 parmi nos organisations, et le Boerenbond, syndicat agricole belge, a retrouvé de bonnes relations avec le syndicat wallon, 10 ans après la relation avec l'UPADI, a retrouvé 10 ans après, mais sur ce contexte d'agenda commun, un paysan, un agriculteur n'est pas simplement un producteur agricole, ça représente une ruralité, ça représente une façon de vivre dans notre pays que nous ne devons pas perdre. Donc, ces agendas se recroisent. Donc, il faut continuer de faire valoir
cette façon d'être, ce mode de vie, et il faut continuer de se fusionner pour ne pas être en concurrence chez les mêmes bailleurs de fonds, par exemple. Avez-vous tous les deux, Laurent, Ignace, un exemple de ce qui a été une réussite là, dans le fait de fédérer des organisations autour de certains projets? L'idée, c'est, après avoir visité plusieurs projets en déroulement, plusieurs pays d'Afrique et de d'autres continents aussi, l'urgence était là. Il y avait tellement à faire, tellement de possibilités, il y a tellement de groupes de producteurs qui revendiquaient une partie du support qu'on avait déjà apporté à des groupes de producteurs dans chacun des continents à travers les agréagences membres d'Agricorps, qu'on ne pouvait pas... il fallait accélérer le pas un peu, puis les fonds étaient limités. Alors, la façon de faire plus avec le même argent ou avec un petit peu plus d'argent, c'était de travailler encore plus ensemble. On a bénéficié, à UPA Développement International, on a bénéficié à l'occasion de personnes qui avaient une expérience en coopération internationale, qui n'avaient pas été formées nécessairement ici au Québec, qui avaient été formées par des groupes européens qu'on a intégrés dans nos projets et vice-versa. Et sur le terrain, c'était beau aussi de voir les coopérants de plusieurs des projets de groupes de producteurs travailler ou se venir en aide mutuellement dans des moments difficiles, des mouvements, surtout des moments de transition. Parce que quand un projet se termine, des fois, avant qu'il arrive un nouveau support, il y a une petite transition à faire qui n'est pas toujours supportée adéquatement. Alors, cette connaissance mutuelle-là entre les groupes de producteurs a aidé aussi. Et toujours avec la perspective dans l'arrière de notre esprit, l'urgence ou les besoins tellement énormes qu'il y avait à rencontrer qu'on ne pouvait pas se permettre aucun gaspillage, aucun retard. Oui, on a besoin de toute l'énergie, de tous les fonds, de toute l'énergie. Alors, en terminant avec votre recul à tous les deux, une rapide opinion sur les défis actuels des organisations paysannes. Qui commence? Ignace? Ou Laurent, tiens. Déjà, là, 30 ans, même Jacques en parlait tantôt, quand on a créé UPA Développement International, j'étais à l'exécutif sous la présidence de Jacques Proulx en début de l'année 93. À cette époque-là, on voulait formaliser ce qu'on faisait déjà comme on a dit, là, depuis peut-être 7, 8, 10 ans, dans une organisation un peu plus indépendante ou séparée de l'administration collective de l'UPA, pour être capable de mieux mesurer les choses, de mieux aller à l'extérieur aussi. Alors, de penser que ça aurait duré, ça serait développé et que ça serait allié à d'autres groupes après 30 ans, déjà là, je pense que c'est la mesure d'un succès incontestable. N'importe qui d'entre nous retournerait à 30 ans avec toutes les énergies que ça apporte. Alors, c'est un beau succès et une bonne continuation aussi, j'espère. Oui, parce qu'il faut encore se relever les manches et continuer. Ignace, les défis des organisations paysannes pour l'avenir? Quand je regarde sur les dernières années, j'ai énormément été impressionné par la qualité de la gestion et des leaders paysans dans les pays du Sud en général. Mais deux, ce qui m'inquiète et sur lequel Agricorp a travaillé, mais pas assez, c'est que les systèmes de financement du fonctionnement des organisations de producteurs restent toujours trop faibles, trop mal organisés et il y a encore beaucoup d'avancements à faire dans ce domaine-là. Il y a différents systèmes de financement et il y a très souvent une volonté des États d'avoir dans son fonctionnement la société civile participer, mais le financement des organisations de producteurs qui sont quand même dans les pays où l'agriculture est tellement importante, les organisations de producteurs ont un droit d'exister et dépendent beaucoup trop d'irrégularités ou beaucoup trop des contrats hasardeux, pas assez de systèmes stables de fonctionnement de la part de leur propre gouvernement et de la stabilité financière des OPA, ça continue à m'inquiéter. Donc ça, pour moi, c'est un défi qu'il ne faut pas perdre de vue. Mais sur le contenu du travail, le contenu de la gestion des agendas, la façon de défendre leurs intérêts, moi, je suis très impressionné par tout ce qui a été fait récemment, oui.
Alors, Ignace Coussemant en Belgique, Laurent Pellerin au Québec, un grand merci d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Ignace, on vous espère un de ces jours en sol québécois. Je pense qu'il y a des gens qui sont très heureux de vous revoir en vrai. Merci beaucoup. Merci tous les deux. Alors, elles sont toutes les deux. Vous les voyez toutes les deux dans l'écran. L'une était une des bougies d'allumage d'un des premiers stages Viens marcher ma terre. L'autre à la Fédération régionale de l'UPA de l'Estrie. L'Estrie, c'est une région québécoise. L'autre a travaillé à faire en sorte que son organisation accueille des paysans sur les fermes. Elles sont devenues complices d'un projet de coopération unique. Elles ont permis à des familles agricoles du Québec et à ceux qui venaient de l'étranger de vivre une expérience qui offre de comprendre de l'intérieur les réalités agricoles. Et là, on va projeter une photo sur l'écran, s'il te plaît, Christelle. Merci. Cette photo-là, elle exprime beaucoup pour moi. Dans les premiers jours de 2020, juste avant la pandémie, on était en stage au fédéral au Sénégal avec les agricultrices du Québec et on s'est arrêté dans un village et France Demers, que vous voyez, qui participait à la mission, nous a appris qu'un jeune homme qu'elle et son conjoint avaient accueilli à leur ferme quelques années auparavant allait passer pour la saluer. Alors, cet homme-là arrive, leurs retrouvailles sont véritablement très émouvantes. Il est accompagné de sa fille que l'on voit, sa fille qui est née pendant qu'il était au Québec et qui s'appelle France. Alors voilà une autre des histoires des jumelages ou des rencontres menées par UPA Développement International. Et je pense que la photo que vous avez vue, c'est un signe de l'attachement qui s'est créé avec la petite instantanément. Alors, Diane Lacroix vient tout juste de prendre sa retraite à la direction générale de l'UPA Estrie, poste qu'elle a occupé de 1998 à 2023. Hélène Jolette a été employée du PADI de 2002 à 2020. Elle m'en voudra si je ne mentionne pas qu'elle est productrice de sirop d'érable, qu'elle est acéricultrice passionnée. Alors, Hélène, comment en est l'idée du stage Viens marcher ma terre, s'il te plaît? En fait, depuis les tout débuts à UPADI, on a jugé important que les partenaires de nos organisations puissent venir au Québec pour voir comment les productrices et les producteurs agricoles vivaient de l'agriculture familiale, mais aussi comment ils s'organisaient collectivement, que ce soit pour développer la mise en marché collective, faire la promotion de leurs produits, défendre leurs dossiers auprès des gouvernements. Donc, c'est vraiment depuis les tout débuts que l'idée est venue. Mais au fil des années, UPADI a souhaité structurer davantage ces échanges et c'est vers le début des années 2000 ou un petit peu plus tard, les années 2005 en fait, quand on a fait le premier stage avec la Fédération de l'UPA régionale de l'Estrie, qu'on a travaillé avec une fédération régionale pour structurer le programme de stage qui était d'une durée d'1 mois. Et je pense que Diane n'a pas été... ça n'a pas été difficile de la convaincre. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui spontanément, Diane Lacroix? C'est un collègue de travail qui avait fait de la coopération au Rwanda dans le temps, puis j'avais eu un conjoint qui avait aussi fait de la coopération. Et c'était comme naturel. Puis Luc, il dit « Inquiète-toi pas, Diane, parce qu'on ne cherche pas de travail trop de plus quand on est directrice d'un UPA, puis qu'on a des jeunes enfants. » Donc, il me dit « Inquiète-toi pas, je vais m'en occuper, c'était assez facile de convaincre les gens d'accueillir les stagiaires, qu'on les appelait, là, dans leur famille. Alors, les stagiaires arrivent, vous les répartissez dans les familles. La vie quotidienne se déroule dans les familles avec ponctuellement des retrouvailles, donc du travail en groupe là, pour certaines autres activités. Qu'est-ce que ça apporte à tout le monde? Qu'est-ce que vous diriez? Hélène? Bien, en fait, peut-être juste faire un petit aparté, c'est qu'avant qu'ils arrivent dans les familles, les délégués assistaient à une formation de 3 jours pour savoir un peu sur quelle planète ils atterrissaient, là, parce que le monde agricole québécois est très différent sur le plan de la culture, etc. Et il y avait plusieurs visites de planifiées avec la Fédération régionale sur les thématiques du stage. Et c'est ensuite qu'ils étaient accueillis pendant 1 semaine sur les fermes familiales qui étaient sélectionnées par la Fédération régionale.
je dirais sur le plan là, de ce que ça apporte aux familles hôtes, c'est vraiment de leur permettre je leur disais souvent, vous allez voyager tout en restant chez vous. Vous allez avoir l'occasion de leur poser toutes les questions que vous voulez sur le plan que ce soit sur le plan des changements climatiques, la religion, les relations hommes-femmes, les structures de leur organisation, le type de services collectifs qu'ils ont développé, parce qu'il y avait beaucoup d'organisations qui avaient développé des services collectifs. Alors, c'est intéressant pour les familles hôtes d'apprendre de ces délégués et les rencontres étaient vraiment super enrichissantes pour les fermes du Québec aussi. Oui. Alors, les échos ont été très bons, Diane Lacroix, parce que la Fédération de l'Estrie est toujours très dynamique, là, très impliquée dans ce type de projet-là, ou dans tout ce qui permet de faire rejaillir UPA Développement International. Bien, pour vous dire, on a accueilli quand même une deuxième fois Viens marcher ma terre. On a accueilli un stage avec les gens du Salvador. J'ai moi-même participé à une mission en 2007 au Sénégal qui était la reddition de compte des savoirs des LSGT avec Paul, justement, Claude Gilles et Victor Larivière qui étaient à la terre de chez nous. Ce que ça a apporté beaucoup, c'est on ne savait pas trop. On va faire quoi avec les stagiaires? On va leur apprendre quoi? Et finalement, on s'est aperçu à la fin qu'on recevait quasiment plus. C'était quasiment gênant d'avoir accueilli ces gens-là pour pouvoir travailler avec eux. Puis qu'à la fin, c'est comme si c'est nous qui avons plus appris, plus compris, plus accueilli, faire des connaissances, rencontrer des humains qui ont des mêmes problèmes d'agriculteurs, de paysans, qui ont les mêmes soucis. Et qui ont la même ambition, soit de vivre de leur passion qui est l'agriculture. Donc, recevoir plus que donner, pour moi, c'est comme ce qu'on a retenu beaucoup. Puis c'est pas, les stages d'après, c'était très facile à convaincre les gens. Et aussi, plusieurs producteurs ont été coopérants là, dans notre région. Là. Hélène, elle m'appelait, « As-tu quelqu'un à me proposer? » Puis on trouvait des coopérants facilement. Là. Le carnet était bien rempli. Hélène, Oui. c'est grâce à Viens marcher ma terre que naît l'expression frères et sœurs de terre dans le vocabulaire du PA Développement International. Comment ça arrive? En fait, c'est lors d'un stage qui a été réalisé auprès de la Fédération du Bas-Saint-Laurent. Après le séjour d'une semaine sur les fermes, on faisait toujours un dîner rencontre pour faire un retour de l'expérience. Alors, tant les délégués que les fermes hôtes parlaient de ce qu'ils avaient vécu. Et Françoise, qui est une productrice de lait de Rimouski, nous dit vraiment, moi j'ai accueilli sur ma ferme Chèque, qui est un producteur de riz de la vallée du fleuve du Sénégal. Puis durant une semaine, on a parlé d'agriculture, on a parlé de défis de vendre nos produits pour être capable de couvrir nos coûts de production. On a parlé de représentation auprès de nos gouvernements et tout. Et je me suis aperçue, dans le fond, que Chèque, c'est mon frère de terre. Et là, vraiment, je suis encore émue. Mais je me suis dit, c'est vraiment ça que UPADI cultive depuis les tout débuts, la coopération de frères et sœurs de terre. Puis à l'époque, UPADI était en train de revoir ses outils de communication. Alors, quand je suis revenue au bureau, j'ai parlé, je suis arrivée, je me suis précipitée dans le bureau d'André Baudouin, puis je lui ai dit, il faut que je te dise ce que j'ai entendu au Bas-Saint-Laurent. Et l'organisation a décidé de changer son thème. On est passé d'une coopération de paysans à paysans à une coopération entre frères et sœurs de terre. Voilà. Qui parlent en fait le même langage, celui de la terre et de l'agroalimentaire. Hein. Alors, merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Toutes les deux, vous m'avez dit, quand on s'est parlé une première fois, avoir dès les premières missions, les premières rencontres, avoir été saisie par la charge de travail imposée aux femmes. Ces femmes aux 1000 bras. Tiens, Diane, je vais te demander de commenter. Donc, c'était pendant la mission que j'ai faite au Sénégal.
je me souviens plus dans quel contexte. Paul, j'imagine c'est toi qui nous a amené voir une entreprise de microcrédit. On a rencontré les femmes parce que Victor devait faire un petit reportage. Puis, il y avait cette image très forte à droite. Ben moi, à droite, c'est sur mon écran, du tableau de la femme avec les 1000 bras. Ben c'est pas 1000, mais j'exagère jamais, moi, vous le savez. Alors, tout ce qu'elles peuvent faire, les femmes, ce qu'elles doivent faire. Et là, ça m'avait comme, wow, ils ont la même charge mentale que nous au Québec ou partout dans le monde, j'imagine. Donc, cette image-là m'a toujours resté marquée. Puis, dans l'autre image, vous voyez le groupe de femmes qui étaient présentes là, pour la reddition de comptes des savoirs des gens de la Terre. Et je voyais les femmes parler et avoir beaucoup d'assurance aussi. Donc, c'est une image très forte là, pour moi, là, la femme aux 1000 bras. Hélène, c'est sans doute une image très forte aussi d'avoir vu ces femmes prendre progressivement leur place au sein des organisations, prendre la parole tout court. Là. Oui. Vraiment, moi, j'ai été vraiment impressionnée par l'assurance que les femmes ont acquis au fil des années, des décennies. Et puis ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que les agricultrices du Québec, qui est un groupe affilié à l'UPA, s'impliquent très activement dans la coopération du PADI. Ils sont présentement en mission au Sénégal. Puis je les suis à travers leur page Facebook et elles partagent leur expertise qu'elles ont développée pour renforcer le leadership et l'implication des femmes au sein de leur organisation puis de leur entreprise agricole. Donc, vraiment, il y a eu un grand bout de chemin de parcouru par les agricultrices de nos organisations partenaires. Merci beaucoup. Merci infiniment toutes les deux. Et on va saluer les agricultrices du Québec, justement, cette mission là, qui est de retour au Sénégal. Et on va mettre le cap sur Haïti, un pays cher au cœur des Québécois, puisque la vaste majorité des Haïtiens qui vivent au Canada sont établis à Montréal, mais Haïti est cher également au cœur de développement du PA Développement International, pour des projets menés sur le terrain depuis des années. Et nos deux invités, eux aussi se connaissent depuis longtemps, se retrouvent avec grand plaisir. Paul Langelier est consultant en animation et formation, employé du PA Développement International de 1998 à 2016. Et Alfred Étienne est gestionnaire et entrepreneur social, coordonnateur général de FODES 5, la première organisation partenaire du PA Développement International en Haïti. Bienvenue tous les deux. Bonjour. Bonjour, Hélène. Alfred, je voudrais souligner le démarrage de la cantine scolaire des écoles de Labrousse il y a quelques semaines. Les mardis et jeudis à la case des tout-petits, cette initiative permet à 450 enfants, 450 élèves dans 2 écoles de manger à midi. Et le repas se compose de produits locaux cultivés par les paysans de l'entourage, transformés par les femmes et distribués aux enfants grâce à la campagne de financement Manger local fait grandir le monde. Une campagne qu'on a à cœur à UPA Développement International depuis quelques années. Alfred, vous n'y êtes plus mêlé concrètement, vous n'êtes plus mêlé au quotidien de l'organisation, mais vous étiez là quand vous avez vu ce programme surgir. Est-ce qu'on peut parler d'un petit geste qui a beaucoup d'importance? Oui, effectivement, et je ne suis plus directement concerné par les activités, mais je suis quand même là derrière le monde qui travaille. D'accord. Pour la cantine scolaire, initialement, ça a été conçu pour offrir un repas aux enfants, surtout qui arrivent pour beaucoup de très loin pour atteindre l'école. Mais en fait, dans notre coopération avec le PADI, on a apporté un plus. C'est de pouvoir utiliser les produits locaux pour offrir le repas aux enfants. Donc ça amène la dynamique de l'économie circulaire, surtout dans le contexte actuel où les déplacements sont très coûteux parce qu'avec la crise du carburant et les raretés parfois très aiguës en Haïti. Et aussi, c'est aussi risqué, les déplacements. Donc, offrir un marché de proximité aux paysannes et aux paysans à proximité des écoles, c'est déjà un bon pas
pour protéger notre communauté. Oui. Donc, Alors, on ce n'est pas espère seulement que... juste une cantine, mais c'est une Non. dynamique. Oui, une dynamique d'économie circulaire et on espère que c'est le type de formule qui va se répandre, faire des petits, comme on dit. Alfred, à quel moment avez-vous croisé la route des représentants des gens du PA Développement International? Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle bien. C'est quelque part au début de l'année 2009 que, en fait, notre organisation a voulu s'impliquer dans l'agriculture. Et là, on ne voulait pas faire exactement comme font beaucoup d'autres. Et on essaie de trouver, on était dans la recherche d'une organisation qui soit capable de venir avec un programme durable, un programme d'encadrement durable pour vraiment agir sur le comportement et la pratique culturelle qu'on avait là à l'époque. Et c'est ainsi que j'ai été contacté mon grand ami, André Gamache, qui lui a entrepris des démarches auprès de l'UPADI. En fait, il a contacté d'autres organisations que je ne vais pas citer aujourd'hui, mais il est venu aussi avec comme le CV de plusieurs. Là, on a choisi l'UPADI. Mais ça n'a pas été facile et André a dû faire plusieurs excursions au bureau de l'UPA pour rencontrer le secrétaire général. Et finalement, ça a été fait. Et c'était en mars 2009. Les deux André sont venus en Haïti et on les a accompagnés dans la région de la Beauce pour la première visite avec l'UPA. Oui. Et après, Paul va arriver sur le terrain. Paul, c'est ça? Oui, effectivement. En fait, peu de temps après cette première mission-là que Fredo parle, puis, ce qui a suivi, malheureusement, ça a été en janvier 2010, 12 janvier 2010, le séisme. Et de côté du PADI, à ce moment-là, avec FODES, l'organisation de Fredo, ce qu'on a développé assez rapidement, c'est une proposition en vue de poursuivre la programmation, mais poursuivre une programmation qui était radicalement différente de celle qui était prévue à l'origine, évidemment. Puis, bon, après ça, bon, le tout s'est poursuivi. Oui. Paul Langelier, je l'ai dit, vous êtes un consultant en formation. Donc, quelle est la philosophie qui sous-tend votre travail et votre engagement? Ben, il y a toutes sortes de façons de faire de la formation. Quelle est la vôtre, ouais, ou celle du PADI? Effectivement, il y a plusieurs façons de faire la formation. Il y a plusieurs écoles, je dirais, à ce niveau-là. Moi, je ne prétends pas que j'ai la vérité, loin de là. La seule chose que je prétends, c'est que ce que j'ai développé avec des organisations puis avec d'autres collègues, je pense que c'est quelque chose qui est pertinent. Bon, par exemple, pour moi, dans les incontournables au plan de la formation, c'est de partir de la réalité des gens. C'est quoi qui est leur réalité? Parce qu'on parle d'adultes qui ont une expérience et puis qui ont des connaissances aussi, qui ont des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être aussi, tu sais. Donc, c'est de partir de cette réalité-là, évidemment. Puis, aussi, au niveau d'une organisation comme UPADI, c'est essentiel de pouvoir développer des nouvelles façons de faire compte tenu du contexte social, puis du contexte économique et du contexte agricole aussi qui change. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on peut faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a 5 ans ou il y a 10 ans. T'sais. Bon, dans ce sens-là, pour moi, il y a quelque chose d'essentiel là-dessus. Puis, fondamentalement aussi, il n'y a pas juste une façon d'apprendre. Et ça, c'est vrai pour les gens, les agricultrices et les agriculteurs, et c'est vrai pour les adultes en général. Il y a différentes façons d'apprendre. Donc, s'il y a différentes façons d'apprendre, ça veut dire qu'on ne peut pas toujours répéter la même approche et les mêmes affaires. On doit s'adapter aux situations. Oui, et au type de personnes qui sont là. Puis avec cette approche-là, bon, ça fait en sorte que
on est capable de travailler avec différents types de groupes et différents types de préoccupations. Ouais. Je pense que c'est une des caractéristiques du PA Développement international. Quelle a été, Alfred, l'influence? Comment pourriez-vous décrire l'influence du PA Développement international sur les organisations paysannes de votre secteur? Bon, écoute, ça a été vite fait. Et le programme Les Savoirs des gens de la Terre a été bien accueilli par FODES et par les autres OP et membres de l'organisation. Donc, et on voit qu'il y a eu un changement de comportement très intéressant au niveau de la pratique culturelle en Haïti, surtout sur le plan administratif. Mm-hmm. On voit que les gens, maintenant, ils font un calcul avant d'entreprendre une culture à une période donnée. Donc, cette influence-là, ça a amené beaucoup dans le changement de comportement et aussi dans le changement dans la vie quotidienne, dans la situation économique. Oui. Pouvez-vous nous parler un peu, Alfred, de la situation actuelle en Haïti et de ses conséquences sur la coopération? Oui, la situation est vraiment difficile en Haïti parce qu'on a une situation d'insécurité et avec des bandes de gangs armés qui attaquent les gens un peu partout. Bon, maintenant, lorsqu'on parle d'Haïti, c'est qu'on pense que Haïti est un pays dont la population ce sont des gangsters, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et le problème, selon nous autres, ce n'est pas les gangs eux-mêmes, c'est une situation d'inégalité sociale qui engendre ça. Et quand ça s'est engendré et que ces gens-là se rendent compte que la force publique n'est pas capable de leur contrer, eh bien, ils font des excès. Donc, nous avons plus un problème de manque de capacité au niveau de la force publique pour contrer ces gens-là, que ces gens-là même font du mal. Oui. Mais est-ce que les gestes, les actions qui ont été posées dans le secteur de la brousse, par exemple, posées depuis des années, même si les choses sont plus difficiles maintenant, si l'accès au marché, par exemple, est quelquefois ardu, voire impossible, est-ce que vous constatez qu'il y a une résilience des organisations, qu'il y a des choses qui durent? Oui, c'est certain. Et même avec le programme LGT, on avait entrepris des projets individuels avec les familles. Mais ces projets-là perdurent jusqu'à présent. Un paysan, si on va chez le paysan, eh bien, elle va vous montrer qu'est-ce qui lui reste du programme qu'on a fait ensemble. Et il y en a qui ont évolué, qui ont amélioré leur habitation, qui ont acheté des terres supplémentaires et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui restent à partir de ce programme-là qu'on a fait ensemble. Alors, tous les deux, en quelques secondes, en terminant, un moment qui vous reste gravé dans le cœur. Paul Langelier. Un moment, il y en a plusieurs, mais si j'en choisis un, c'est dans les débuts ou dans les premières fois que j'ai rencontré Alfred. Certaines personnes l'appelaient Alfred, d'autres Fredo. Fait que là, à un moment donné, moi, j'ai dit, écoute, comment est-ce qu'il faut que je t'appelle? Fait que là, il y a un petit silence. Puis là, il dit, les gens qui m'appellent Alfred, c'est que je les connais moins. Ceux qui m'appellent Fredo, ce sont mes amis. Puis là, il laisse un autre silence. Et puis là, il dit, bon, tu peux m'appeler Fredo. Alors, Fredo. Le Fredo de Paul. C'est ça. Un souvenir, un moment marquant? Et pour moi, là, il y en a plusieurs, mais je peux souligner deux pour vous. Et c'était la première rencontre d'André Baudouin à la Brousse avec un groupe de paysans. Des paysans qui ne parlent pas français du tout, qui parlent créole, et André qui parle français, qui communiquent très bien, qui se comprennent mutuellement très bien. Donc, ça a été vraiment pour moi un très bon début. Je me suis dit que voilà, c'est cette organisation avec qui on doit travailler,
qui comprennent les gens à partir de ce qu'ils disent dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Et ensuite, l'autre, c'était lors de la foire qu'on avait organisée à la Bourse. C'était une grande foire. Et on avait invité tous nos partenaires à y participer. Ce n'était pas seulement l'UPA, mais on avait une bonne douzaine d'organisations partenaires au Québec. Et à la fin, il y a le feu Robert Gonville, ancien directeur de l'organisation Terre sans frontières, qui m'a dit, Alfred, il y a une chose qu'on m'a permis de constater aujourd'hui. Très souvent, j'en ai entendu parler de fierté. C'est un mot, on entend parler souvent de ça. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré la fierté physiquement à la Bourse. Et il voulait s'exprimer au sujet des femmes qui montaient sur scène pour exprimer leur satisfaction par rapport au programme. Donc, c'était ces deux choses-là qui étaient vraiment marquantes pour moi au cours des différents programmes qu'on a menés avec l'UPADI. Merci de ces touchants témoignages, Alfred Étienne, Paul Langelier. Merci beaucoup. Merci. Alors, il est sur nos écrans depuis le début. Il prend des notes. Il s'appelle Marcel Groslot. Il est président actuel du PA Développement International, et ce depuis 2012. Président d'Agricor aussi, et président de la coalition Nourrir l'humanité durablement. Il est aussi porte-parole de la campagne de fonds Manger local fait grandir le monde, et c'est Marcel qui va nous livrer ses réflexions en guise de conclusion de ce panel qui marque les 30 ans du PA Développement International. Marcel, s'il vous plaît. Alors, en fait, Hélène, tout a été dit. Résumé, ce que j'ai entendu, les témoignages que tu as obtenus, les émotions aussi qui ont été vécues par les différents intervenants qui ont collaboré à ce qui est devenu PA Développement International. Résumer ça, c'est pas vraiment facile. Moi, j'ai appris aussi de ce que j'ai entendu aujourd'hui de M. Proulx, des débuts du PADI, le fait qu'on faisait déjà de la coopération, mais qu'on a formalisé cette intention-là en créant UPA Développement International. Bon, je ne le savais pas, je n'étais pas là à l'époque. Mais j'ai des mots que j'ai notés au fil des discussions que tu as eues ou que tu as entretenues avec eux. Coopération. Dans notre cas, ou dans le cas du PADI, auquel je collabore aussi depuis plusieurs années, c'est vraiment de la coopération. On ne parle pas d'aide internationale, on parle de coopération internationale. Et ça fait toute une différence parce que cette coopération-là, elle dure dans le temps. Elle ne s'arrête pas au moment où le programme prend fin, elle dure dans le temps. Les programmes qu'on a tenté de développer au fil des ans se voulaient le plus long possible parce qu'on savait qu'à travers cette coopération-là, pour arriver à nos objectifs, du temps était nécessaire. Lorsque je pense à un programme comme le Savoir des gens de la Terre, où on a fait collaborer beaucoup de paysans du Québec et des pays dans lesquels on œuvrait, cette collaboration-là a été vraiment significative. Je ne peux pas parler de ce que j'ai entendu sans arrêter sur certaines personnes qui ont été marquantes pour UPA Développement International, parce que c'est vraiment des individus qui ont fait la différence. Je pense notamment à André Beaudoin, qui a fait bon, il y avait un objectif, on lui avait confié une tâche, celle de mettre en place UPA Développement International. André en a fait sa mission. Et l'énergie qu'il a mis, les émotions qu'il a su transmettre aux gens avec qui il a travaillé, l'équipe qu'il a su construire, le rayonnement qu'il a obtenu, puis on a entendu par la suite la création d'Agricor. Moi, je suis convaincu que sans André Beaudoin, UPA Développement International n'aurait pas connu le succès qu'il a connu et ne serait pas ce qu'il est devenu. Donc ça, je pense qu'il faut rendre, on dit,
faut rendre à César ce qui appartient à César. Loin de moi l'idée de comparer André Baudouin à César. Il aimerait pas ça. Mais il a été déterminant et significatif dans ce que le UPADI est devenu. L'autre élément, on a parlé d'Agricor, mais ce qui distingue Agricor des autres organisations de coopération internationale, c'est que les agences de coopération internationale sont toutes détenues par des organisations paysannes. Alors, l'aide ou la coopération est de paysan à paysan. Pour que UPADI traverse les décennies, UPA, l'Union des producteurs agricoles, devait demeurer solidaire et derrière UPA Développement International. Donc, l'importance de bien communiquer les succès du PADI à l'UPA a été déterminant au fil de ces 30 ans-là. Et le soutien qu'on a obtenu des producteurs agricoles du Québec pour poursuivre la mission du PADI a été déterminant. Au point où on est la seule organisation au monde maintenant où à travers notre cotisation syndicale, on contribue à UPA Développement International pour, en fait, c'est 200 000 $ par année. Et c'est ce qui a permis à UPA Développement International de traverser des années un peu plus difficiles et aussi faire face au changement des politiques de soutien des organismes de coopération internationale. Alors, on a traversé les décennies parce que les producteurs agricoles du Québec étaient derrière nous. On parle oui, on fait référence au passé, mais l'avenir est encourageant aussi. Quand je regarde, puis tu es à même d'en témoigner, Hélène, tu es avec nous sur le conseil d'administration du PA Développement International. L'équipe que nous avons actuellement, Hugo Beauregard-Langelier, qui est non seulement une bonne génétique, on vient de parler à son père, mais a aussi côtoyé pendant plusieurs années André, puis il est vraiment quelqu'un qui va nous permettre, puis on peut avoir confiance dans l'avenir du PADI parce qu'on a toujours une équipe autour dans cette organisation-là qui va nous amener plus loin. Alors, l'autre élément, c'est, bon, en tant qu'Union des producteurs agricoles, on a des contacts avec les ministères de l'Agriculture surtout. UPADI nous a amené des contacts avec, à l'époque c'était l'ACDI, maintenant c'est l'Agence mondiale canadienne. UPA Développement International est en relation avec la FAO. On est la première organisation paysanne UPA via UPA Développement International à avoir signé une entente de collaboration avec la FAO. On est en relation directe avec le ministère de la francophonie et des relations internationales des francophonies du Québec. Donc, ça amène à l'organisation UPA une autre dimension dans ses communications avec l'État qui rejaillit sur l'ensemble des producteurs agricoles du Québec. Et en terminant, je témoignerai d'une chose. Moi, quand j'ai commencé à m'impliquer au niveau international, à participer à quelques réunions de la FIPA, mais par la suite, c'est devenu l'Organisation mondiale des agriculteurs, à m'impliquer. Bon, je suis allé souvent à Genève pour les négociations, les conférences ministérielles de l'OMC. Quand j'arrivais et que je me présentais, Marcel Groslot, UPA ou Fédération des producteurs de lait à une autre époque, tout de suite, le lien que les producteurs que je rencontrais faisaient avec le Québec, c'était UPA Développement International. Donc, le rayonnement de l'organisation à l'international a vraiment été accentué, développé davantage par la présence d'UPA Développement International dans les pays étrangers. Je suis allé au Sénégal, même la mission canadienne là-bas, j'ai pu constater l'appréciation des missions canadiennes et autres, ambassades ou consulats, pour UPA Développement International dans ces pays-là. Alors, moi, je remercie les visionnaires, les Jacques Proulx, les Laurent Pellerin et autres, d'avoir lancé UPA Développement International.
Je remercie, puis j'ai donné beaucoup de crédit à André Baudouin qui le mérite amplement. Toutes les équipes aussi qui ont travaillé avec André au fil des ans, Hélène Jolette qu'on a vu et les autres. Ça ne me donne rien de nommer tout le monde, là, je vais en oublier. Mais vraiment, c'est un grand succès, UPA Développement International, et ça rayonne non seulement sur les producteurs agricoles du Québec, mais sur toute la population québécoise. Alors ça, c'est un défi qu'on se donne pour le 30e, c'est de faire connaître UPA Développement International un peu plus à l'échelle québécoise auprès des citoyens et citoyennes et encore davantage auprès des producteurs agricoles du Québec. Merci, Marcel Groslot. Merci beaucoup. Alors, je vous garde encore 2 minutes. Simplement pour vous signaler quelques-uns des messages qu'on a reçus. D'abord, les salutations chaleureuses de Laure Hamdi. Laure qui dit qu'elle a beaucoup bataillé avec André, Ignace, Laurent et Marcel pour développer l'Alliance agricole. Elle est ravie d'entendre que les fondamentaux du PADI sont si proches de ceux de l'AFDI. D'autres commentaires, d'autres messages. Attendez un petit peu, je fais juste bouger mon curseur. Un ancien volontaire national assurance qualité pour le compte de l'UGAM au Bénin, alors qui salue tout le monde et qui dit que ça a été une expérience formidable avec UPADI. Un autre commentaire, Souma Béré a par ailleurs réalisé un mandat de volontaire sud-sud à l'automne 2022 en appui à l'UGAM au Bénin. Alors, ma question est de savoir comment UPA, Développement international, peut être installé ici à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, pour que les femmes agricultrices bénéficient du soutien de l'organisation. Alors, il y a encore du pain sur la planche, il y a encore du boulot, il y en a d'autres comme ça, on les garde, on les retient et on vous remercie infiniment de votre participation. Donc, aux gens qui nous ont accompagnés tout au long du panel, qui était à distance, un petit peu partout, et à celles et ceux qui nous ont honorés de leur présence. J'y vais dans l'ordre d'apparition à mon écran. Alors, Ignace Cousseman, Laurent Pellerin, Paul Langelier, Jacques Proulx, André Baudouin, Marcel Groslot, Hugo Beauregard-Langelier, Diane Lacroix, Hélène Jolette, Alfred Étienne et Souma Béré-Dioma. Bien sûr, j'espère n'oublier personne. Un immense merci. Notre prochain panel virtuel sera le 8 mars. Vous aurez les détails un petit peu plus tard. Et célébrons ces 30 ans et continuons de travailler ensemble. Merci, mesdames et messieurs. Bonne fin de journée. Merci, Hélène. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.